Alors, pour commencer, hop, je voulais vous rappeler que l'antibiorésistance, c'est d'abord des patients, parce que la campagne de l'OMS l'année dernière, en 2024, s'appelait L'antibiorésistance est invisible, mais je ne le suis pas. Et il y avait des vidéos de survivors, comme ils appellent, hein, qui racontaient leurs histoires. Et c'est des patients qui ont soit des comorbidités lourdes, comme la mucoviscidose, Mallory, ou une leucémie dans l'enfance pour Arrêti, une insuffisance rénale dialysée pour ce jeune homme, soit aussi des patients qui n'ont aucun antécédent, comme Daphné, elle, qui est journaliste en Hollande et qui a eu sa vie bouleversée par une infection urinaire avec un germe à carbapéménase, donc hautement résistant aux antibiotiques, et qui maintenant milite beaucoup pour ça. Donc il est important que ces patients soient visibles aussi aux yeux de tous. Le plan que je vous propose aujourd'hui est celui-ci, les enjeux de l'antibiorésistance, les vignettes cliniques, des données parisiennes, et puis des rappels autour de qu'est-ce que c'est que le bon usage des antibiotiques, et vous expliquer un petit peu ce qu'est le Centre régional en antibiothérapie, que je coordonne et qui existe depuis 2 ans seulement en Île-de-France. Donc l'antibiorésistance, c'est vraiment un enjeu crucial. Et c'est un enjeu crucial qui a été identifié dès le début. Comme vous le savez probablement tous, la pénicilline a été découverte par Fleming en 1928, hein, qui, par hasard, a vu que les colonies de champignons de Penicillium empêchaient la pousse de staphylocoque doré dans ses boîtes de pétri. Et avant même la commercialisation de la pénicilline en 1941, il y avait déjà des souches de staphylocoque résistants à la pénicilline. Aussi bien que quand il a reçu son prix Nobel en 1945, il a prévenu tout de suite, les antibiotiques sont un bien pour l'humanité, mais attention, ils ne doivent être prescrits qu'en cas de nécessité, en quantité suffisante. Si on n'utilise pas avec prudence, les bactéries apprendront à devenir résistantes. Et c'est ce qui se passe. Quand on parle de résistance, on parle de la résistance acquise, hein. Le problème vient de la résistance acquise. Il y a aussi une résistance innée, c'est-à-dire certains antibiotiques qui ne marchent pas sur certaines bactéries, même à l'état sauvage. Par exemple, les macrolides ne marchent pas sur les bacilles à gram négatif pour une raison d'imperméabilité. Le pseudomonas inactive l'amoxicilline ou les quinolones ne marchent pas sur les coccigram plus à cause de la cible. C'est différent de la résistance acquise, qui est la résistance adaptative, qui est propre à certaines souches et qui arrive par deux mécanismes, soit par mutation. Ce qui est assez rare, c'est que lors de la duplication des bactéries, une fois sur 10 puissance 6 ou 10 puissance 9, il peut y avoir une erreur et du coup, ça peut entraîner des modifications de structure ou d'expression. Mais le principal mécanisme de résistance acquise reste l'acquisition de matériel génétique exogène, l'échange de plasmides, d'intégrons, de matériel génétique qui a abouti à la synthèse de nouvelles molécules, que ce soit des pompes à efflux ou des enzymes inactivatrices d'antibiotiques, comme les bêta-lactamases ou les carbapéménases, qui sont vraiment le fléau actuel, ou des modifications de la cible. Du coup, ça nous emmène avec des bactéries qui ont des phénotypes de résistance, donc qui sont différentes de l'état dit sauvage. Par exemple, par imperméabilité des porines D2, le pseudomonas devient résistant à l'imipénème. Par inactivation par les bêta-lactamases, les entérobactéries, dont les Escherichia coli, deviennent résistantes au C3G. Et par un changement de cible, le pneumocoque devient résistant au bêta-lactamine. Alors, dès qu'il y a une nouvelle classe d'antibiotiques, pof, on voit arriver des souches résistantes. On a vu que la pénicilline, c'était 1928, les premières résistances à la pénicilline 1940. La méticilline, c'était 1959, les premières résistantes dans les années 60, avec une diffusion des staphylocoques dorés résistants à la méticilline qu'on appelle les SARM dans les années 70-80. Les C3G, les premières résistances sont apparues dans les années 80 et les BLSE se sont étendues depuis les années fin 90 jusqu'à nos jours. Elles ne font qu'augmenter, elles sont maintenant endémiques. Et on voit aussi apparaître depuis les années 2000 des résistances au carbapénème avec les bactéries hautement résistantes aux antibiotiques qui s'étendent aussi depuis les années 2010. Si on continue comme ça, comme il y a de moins en moins d'antibiotiques qui arrivent sur le marché, enfin très peu d'antibiotiques qui arrivent sur le marché, en 2050, on va se retrouver devant de plus en plus d'impasses thérapeutiques. Et ce qui a alerté tout le monde, c'est ce rapport des experts de 2014 qui ont fait des projections pour 2050 avec un fardeau qui arrivait à 10 millions de morts dues à l'antibiorésistance en 2050 si on ne fait rien. C'est-à-dire que ce serait la première cause de mortalité, comme avant les antibiotiques, avant le cancer, avant les maladies cardiovasculaires. Et on se retrouverait à une ère post-antibiotique où on ne peut plus faire ni chirurgie, ni chimiothérapie, ni transplantation si on ne peut plus gérer les infections avec les bactéries courantes. Donc l'OMS, fort de ce rapport, a classé l'antibiorésistance parmi ses 10 priorités. Quand on regarde les germes responsables de la mortalité, là en 2019,
on était à 5 millions de décès associés à la résistance. Ce sont les germes de tous les jours, hein. C'est Escherichia coli, le staph doré, la Klebsiella pneumoniae, le pneumocoque, et puis des germes peut-être plus hospitaliers, la Cinetobacter, le Pseudomonas aeruginosa ou le Pio. En Europe, où en est-on? En Europe, pour ce qui est du SARM, du staphylocoque doré résistant à la méticilline, on voit une baisse entre 2010 et 2022, comme quoi c'est possible aussi de faire baisser la résistance, principalement due à l'hygiène des mains, au SHA, puisque le staphylocoque doré est surtout manuporté. Pour ce qui est des entérobactéries qui sont dans le tube digestif, le problème est différent parce que il y a une pression de sélection dès qu'on prend des antibiotiques dans le tube digestif. Et il y a une sélection permanente et une transmission plus fréquente. Donc, pour ce qui est par exemple de la Klebsiella pneumoniae résistante au C3G dans les hémocultures, en 2010, c'était 18% en France et en 2022, 25%, 1 sur 4. On voit que la France est rouge à côté de pays qui sont vraiment rouges cramoisis comme l'Italie, la Pologne, la Grèce, qui sont des pays où il y a des forts taux de résistance. Et quand on regarde les carbapéménades, les Klebsiella pneumoniae BHRE, dans les hémocultures, en Italie, en 2023, elle représentait 26%. C'est-à-dire qu'une fois sur 4, si une personne est hospitalisée pour une pyélonéphrite avec une hémoculture à Klebsiella pneumoniae, elle est résistante non seulement à la roséphine ou C3G, mais également aux antibiotiques les plus larges spectres, les carbapénèmes, dans un pays frontalier d'une autre. En Grèce, on est jusqu'à 72%. Donc en Europe, il y a vraiment des chiffres importants. L'antibiorésistance, elle est multifactorielle. Elle est liée à plusieurs choses. Le niveau socio-économique peut jouer, la densité de population peut jouer, mais un des principaux facteurs, ça reste la consommation des antibiotiques. Plus on a de fortes pressions, plus il y a de sélection de résistance. Donc voici les représentations par pays, ville et hôpital des consommations. La France, elle reste un mauvais élève depuis des années, même s'il y a une amélioration. On reste quatrième ou cinquième plus gros consommateur selon si on prend Chypre ou pas. Quand on regarde dans les détails, donc la France, elle est plus 156%, consomme plus 156% d'antibiotiques par habitant que les Pays-Bas, plus 27% que la moyenne européenne. Et si on regarde dans le détail, il y a eu quand même un shift d'antibiothérapie, puisque maintenant, ce qui est en bleu clair, c'est l'amoxicilline. L'amoxicilline a remplacé beaucoup quand même d'autres antibiothérapies type augmentin. Donc, il y a eu une amélioration pour des antibiotiques plus vertueux, qui sont plus épargneurs de résistance. Néanmoins, il y a encore trop d'initiations, puisque on est vraiment très au-dessus de nos voisins. Alors, c'était un petit peu pour cadrer. Si on repart de nos patients, premier cas clinique, c'est une dame de 28 ans. Donc, on la reçoit en consultation, elle n'a pas d'antécédent, elle a 38,5 et une douleur lombaire droite. Elle est hémodynamiquement stable, l'état général est conservé, même si elle a une asthénie et des frissons. On a un contact lombaire à droite. Donc, le diagnostic est assez certain, c'est une pyélonéphrite aiguë droite. Pas de critères de gravité, on va essayer de la traiter en externe. On prescrit un ECBU et on se pose la question de l'antibiothérapie probabiliste initiale. 5 propositions. Une hospitalisation il y a 2 mois modifiera l'antibiothérapie probabiliste à proposer. Vous prescrivez une quinolone après la réalisation de l'ECBU. Le taux de résistance au quinolone est de 20% des colis en ville et en Île-de-France. L'Île-de-France a des niveaux de résistance moindres que le territoire national. Plus de 85% des pyélonéphrites communautaires sont dus à Escherichia coli. Donc, je n'ai pas fait le vocabulaire, j'en suis désolée, mais voilà, vous pouvez réfléchir à chaque question. Je vous laisse un tout petit peu de temps. Il y a bien sûr plusieurs cas justes. Hop. Si on reprend, eh bien oui, une hospitalisation il y a 2 mois modifiera l'antibiothérapie probabiliste à proposer, parce que là, il y a trop de risques de résistance au quinolone. On ne peut pas proposer des quinolones. Là, dans ce cas particulier, pourquoi pas une quinolone après réalisation de l'ECBU? Mais le taux de résistance au fluoroquinolone est de 20% à Escherichia coli en ville, en Île-de-France. Il faut quand même avoir ce chiffre-là en tête, c'est énorme. Donc, il faut vraiment que ce soit quelqu'un qui puisse revenir si ça ne va pas, qui ne soit pas isolé, qui puisse recontacter. L'Île-de-France a des taux de résistance moindres que le territoire national, non. Bah, vous allez voir sur la diapo d'après qu'on a des taux de résistance très, très élevés en Île-de-France. Et plus de 85% des pyélos sont bien dus à Escherichia coli. Donc, effectivement, si on regarde les résistances d'Escherichia coli dans les urines, en 2023, Paris est à 21,2%. Donc, c'est très, très élevé. On est bien au-dessus de la moyenne nationale, qui est à 13%.
Et on est en augmentation, puisqu'en 2022, on était à 13%, comme la moyenne nationale. Les recommandations de la stratégie, ce serait enfin, les objectifs, ce serait qu'on passait au-dessous de 10%, mais vous voyez qu'on en est loin. Et là, si on regarde la ville qui est en noir sur le diaporama du haut, on est en augmentation. Les résistances au quinolone ne font qu'augmenter. Alors, on décide de lui prescrire de la lévofloxacine parce que c'est quand même plus simple en ambulatoire. C'est quand même un antibiotique bactéricide, hein, les fluoroquinolones, même si on les économise parce qu'ils sont épargneurs ils entraînent beaucoup de résistance et d'effets secondaires, ça reste des antibiothérapies très efficaces. Mais là, elle nous demande si cet antibiotique est le même que celui qui s'appelle la ciprofloxacine qu'elle a reçu il y a 2 mois quand elle est rentrée de son trek en Indonésie avec une diarrhée. Proposition, ce n'est pas la même molécule, donc vous maintenez votre choix. Il y a un risque de sélection des germes d'antibiorésistance. Vous prescrivez plutôt du cotrimoxazole péros, de la ceftriaxone IM, ou plutôt de l'augmentin péros pour éviter l'injection en gardant le même spectre d'action. Donc là, hop, ce n'est pas la même molécule, mais les résistances au quinolone, ça marche par mutation, par niveau de mutation. Donc s'il y a une quinolone qui est grillée, on ne peut plus donner cette classe. Cette classe a des forts risques d'échec. Il n'y a pas de sélection de germes et d'antibiorésistance. Dès qu'on a pris un antibiotique, il y a des risques pour la résistance dans les mois qui suivent. Le cotrimoxazole péros, on ne peut pas se permettre d'en donner sans antibiogramme, parce qu'on verra sur la diapo d'après, il y a une résistance autour de 40%. Vous prescrivez plutôt de la ceftriaxone IM? Oui, effectivement, c'est la seule solution à l'absence d'allergie. Et l'augmentin, non, parce que l'augmentin, ce n'est pas du tout le même spectre d'action. Il y a beaucoup, beaucoup de colis résistants à l'augmentin. Si on reprend ce qui nous est donné dans le POPI, c'est un référentiel de la Société pathologique infectieuse en langue française, qui malheureusement est payant, mais qui a une application et qui est disponible en ligne. Pas très cher, ça doit être 20 € l'année. Ça nous rappelle que effectivement, les principales espèces de pyélonéphrite responsables de pyélonéphrite sont le coli dans 85-90%. Pour discuter aussi, il y a d'autres entérobactéries possibles, la Klebsiella pneumoniae et le Proteus. Il y a aussi les entérocoques. J'en profite pour vous rappeler que les entérocoques, c'est des coccigrammes plus. Donc, si sur un direct de CBI, on voit des coccigrammes plus, vous pensez que ça peut être un entérocoque, fécalis notamment, surtout chez les hommes et les infections urinaires masculines. Et se rappeler que les entérocoques sont naturellement résistants au C3G. Donc, la rocéphine ne marche pas dessus. Il y a aussi les Staphylococcus saprophyticus qui peuvent donner des cystites chez la femme jeune. J'en profite pour rappeler que c'est résistant au monuril. Ça peut être une des raisons d'échec d'un traitement de cystite par monuril. Corinée urealyticum qui se met surtout sur des lithiases, éventuellement du pio sur des patients altérés ou du staphylocoque doré sur souvent des patients altérés. On en profite aussi pour rappeler les seuils de l'infection urinaire. Il faut qu'il y ait plus de 10 locaux par millimètre cube, soit 10 puissance 4 par ml, pour que ce soit significatif. Et la bactérie URI, c'est 10,3 pour les hommes et Escherichia coli chez les femmes. Sinon, c'est 10 puissance 4 pour être significatif. Au-dessous, ça ne l'est pas. Et quand on regarde les résistances du coli qui est prédominant, sur les références du POPI, nous disent l'amoxicilline 50% de résistance, augmentin 30%, cotrimo 40%, quinolone, ils nous disent 11-14%. On a vu qu'à Paris, c'est 20, c'est encore plus que ces chiffres-là. C3G, 5-7%. Donc, se méfier de la résistance au quinolone dans les 6 mois qui suivent un traitement par quinolone et du risque d'infection à entérobactéries bêta-LSE quand on a été colonisé avec des bactéries BLSE qu'on a déjà mis en évidence, quand on a reçu un traitement par augmentin C3G, hospitalisé il y a moins de 3 mois ou quand on vit en institution. Alors, un autre logiciel d'aide à la prescription que vous devez connaître et qui doit vous être bien utile, c'est AntibioClick. Alors, si on demande à AntibioClick ce qu'il ferait dans ces cas-là, antibiothérapie probabiliste chez une dame qui a déjà eu des quinolones, en première intention, ça reste la ceftriaxone. Si jamais elle avait une allergie vraie, la deuxième possibilité, c'est la gentamicine, qui est le seul aminoside qu'on peut donner en ambulatoire, enfin, qui est facile à avoir en ville. Alors, si on retourne à Madame M, donc on a donné des ceftriaxone, ça s'est bien passé. On la revoit à 48 heures avec le résultat de l'antibiogramme, ce qui est très important. Premier antibiogramme, 10 puissance 5 locaux, donc OK, c'est significatif, 10 puissance 5 colis. Et celui-ci est sauvage, c'est-à-dire sensible à tout, même l'amoxicilline. Modifiez-vous le traitement, et si elle est enceinte, et pour quelle durée?
Alors, est-ce qu'on modifie le traitement? Ce qu'on donnait les C3G, ça marchait. On a vu qu'effectivement, c'est sensible. Enfin, c'est pas sur antibiogramme, mais c'est sensible, c'est sûr. Néanmoins, oui, c'est important de modifier le traitement. La désescalade, c'est vraiment très important pour viser d'épargne de résistance. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment essayer de faire. On peut rétrograder à amoxicilline 1 gramme x 3. Ça va suffire. Ça diffuse bien dans le rein. Si elle est enceinte, c'est pareil. On peut donner de l'amoxicilline. On considère les pyélonéphrites des femmes enceintes à risque de complications. Il y a un traitement de 10 jours et on surveille par BU mensuel jusqu'à l'accouchement. Et pour quelle durée? Là aussi, c'est 10 jours parce que dans les recommandations, c'est 7 jours pour les pyélonéphrites si bêta-lactamine, IV ou quinolone, 5 jours pour aminoside, sinon 10 jours. Nos recommandations, elles sont un petit peu vieilles. Elles datent de 2017, de la SPILF, et on en attend des nouvelles pour début 2025. Il va y avoir pas mal de changements cette année sur les infections urinaires, surtout chez les infections urinaires masculines. Vous verrez, il est probable que maintenant on ne traite plus que 7 jours les infections urinaires masculines de l'homme non fébrile, l'équivalent de la cystite de l'homme qui a été longtemps débattue. Donc en tout cas, voilà, cette diapositive, c'est pour rappeler qu'il c'est important de faire une désescalade, de s'organiser pour revoir le patient avec le résultat de son ECBU. Et puis par ordre privilégié, l'amoxicilline, l'augmentin, la cipro, le cefixime, le cotrimoxazole sont recommandés. Et même moi, je mettrai le cotrimoxazole avant l'équinolone, c'est ce qui va être dans les prochaines recos, à visée d'épargne de résistance. Un autre antibiogramme, donc toujours pareil, 15 coli. Son coli, il est résistant à MOX, résistant à augmentin, résistant céphotaxime. Donc là, ça montre que c'est une BLSE probablement. Les quinolones sont grillés, acynalidixique, ofloxacine ne marche pas. Il reste le Bactrim qui est sensible. Est-ce qu'on modifie le traitement? Bah oui, parce que de toute façon, ça ne marche pas, là, les C3G. On a encore la possibilité de mettre du Bactrim, du cotrimoxazole, qui est très efficace dans l'infection urinaire, qui diffuse bien. Donc voilà, c'est assez simple. Ça va traiter Péros par du Bactrim à dose forte, 800 mg x 2 pour 10 jours. Qu'est-ce que c'est que ce mécanisme de BLSE, bêta-lactamase à spectre étendu? C'est un mécanisme enzymatique. C'est des entérobactéries qui ont acquis par un plasmide, ça se transfère d'une espèce à une autre, hein. Dans le tube digestif, on a 10 puissance 12 bactéries, là, donc c'est facile de se transférer les plasmides. Et elles vont fabriquer une enzyme, la bêta-lactamase, à spectre étendu, qui hydrolyse les pénicillines et les C3G. C'est-à-dire que les céphalosporines ne marchent pas non plus. Ça se voit sur l'antibiogramme parce que quand on met un disque d'augmentin, à côté d'un disque de C3G, céphotaxime, et ben là, près de l'augmentin, il y a une synergie d'action entre l'augmentin et la C3G qui fait que les bactéries sont détruites. C'est ce qu'on appelle le bouchon de champagne. C'est quelque chose qui se voit sur l'antibiogramme et pas forcément sur les machines. Et donc, du coup, c'est pas toujours très bien rendu en ville. Des fois, ils n'écrivent pas BLSE parce que les machines, c'est automatisé. Avant 2011, il faut savoir que dès qu'on voyait ça sur une boîte de pétri, on rendait résistant à toutes les bêta-lactamines parce que c'est un principe de précaution avec un risque d'échec. Mais maintenant qu'on a besoin d'épargner les antibiotiques large spectre comme les PNM, on regarde quand même les CMI et si la concentration minimale inhibitrice, et si elle reste quand même correcte, basse, on pourra rendre sensible la tazocilline ou certaines bêta-lactamines. Mais il faut vraiment que ce soit des infections peu sévères. Quand on a ce mécanisme de BLSE, souvent, il y a une résistance au quinolone associée et c'est vraiment un problème thérapeutique. Alors nous, en Île-de-France, on a bien sûr beaucoup plus de Escherichia coli BLSE résistants au C3G. C'était le mode de recueil par l'analyse primo, mais c'est des BLSE pour la plupart. On a 6,7% des colis en ville, hein, qui sont résistants au C3G, contre 3,8% au niveau de la France en national. Et Paris 6,7 par rapport au reste de l'Île-de-France, c'est à peu près similaire. Un petit rappel, donc on a vu que les EBLSE, les entérobactéries productrices de bêta-lactamase, étaient des bactéries multirésistantes. On peut classer dans celles-ci aussi les SARM, les staphes dorées résistants à la méticilline, les abris qui sont plutôt un problème de réanimation. Et c'est à différencier des BHRE, bactéries hautement résistantes émergentes. Les deux, les BHRE
par production de carbapéménase et les BLSE sont des résistances plasmidiques qui sont très transmissibles et qui viennent des bactéries du tube digestif. Donc c'est vraiment très similaire. Et le problème des carbapéménases, c'est qu'elles sont résistantes non seulement au C3G, mais aussi au carbapénème, l'antibiotique les plus larges spectres. On classe également dans les BHRE les entérocoques Vanco-R, qui pour l'instant sont encore anecdotiques en France, même s'il y a régulièrement des épidémies. Alors, vignette 3, sur cet antibiogramme, on rend les C3G résistants, ok. On rend l'imipénème I intermédiaire, mais ertapenem R. Ça veut dire que les pénèmes sont touchés. On ne pourra pas utiliser cette classe. Fluoroquinolone, ciprofloxacine S, Bactrim R. Bon, s'il y a ces deux résistances, c'est que c'est une bactérie hautement résistante émergente. Donc, c'est une souche vraiment très, très, très résistante. Mais elle n'est pas forcément plus pathogène. C'est pas parce qu'on est très résistant qu'on est plus pathogène. Au contraire, même des fois, ça fait perdre un peu de virulence d'être résistant. Donc, dans ce cas-là, puisqu'on a les quinolones qui sont sensibles, on peut se permettre de traiter en ville par des quinolones, puisqu'on sait que les quinolones sont bactéricides. Donc, dans ce cas-là, on peut traiter 7 jours de lévoflow comme une autre pyélonéphrite, mais donner des consignes à la patiente. Attention, vous êtes porteur d'une BHRE. Si vous allez aux urgences, signalez-vous. Bien se laver les mains, des conseils d'hygiène simples. Cette BHRE-là, plus compliquée parce que non seulement elle est résistante au pénème, mais elle est résistante au Bactrim, elle est résistante au quinolone. Il nous reste plus que la phosphomycine, le monuril, mais ce n'est pas indiqué dans les infections parenchymateuses, dans les pyélonéphrite, c'est que pour les cystites ou l'amiclin. L'amiclin qui n'est pas disponible en ville. Donc au final, est-ce que vous modifiez le traitement? Oui, bien sûr. On peut faire de l'amiclin pendant 5 jours, pourquoi pas. Mais là, il est quand même préférable d'adresser la patiente en hospitalisation. C'est mieux d'appeler un ami, son équipe multidisciplinaire. Parce que si on fait 5 jours d'amiclin, il faut monitorer pour pas être. De toute façon, il n'est pas disponible en ville facilement, l'amiclin. Et puis monitorer pour pas être en surdosage par rapport aux insuffisances rénales notamment. Après, la durée du traitement sera que de 5 jours si ça évolue favorablement. Et puis à l'hôpital, ils vont tester d'autres molécules, plus de niche, au cas où ça se complique. Donc ces carbapéménases, ces EPC, entérobactéries productrices de carbapénénase, c'est quand même un vrai problème de traitement, de thérapeutique. Pour l'instant, dans notre région en Île-de-France, on est à 0,1%, c'est quand même bas. On est le double quand même de la métropole. On est dans la cible de la stratégie nationale. Mais en fait, on est assez inquiet parce que ça augmente rapidement. Et quand on regarde la courbe, c'est comme une courbe exponentielle. Et c'est exactement la même de celle des BLSE quand ça a commencé dans les années 2000. Donc, il y a de fortes chances pour que ces carbapéménases prennent toute la place, même en ville. On sait déjà en Île-de-France que 23% des patients qui sont porteurs de carbapéménase, de BHRE, n'ont pas séjourné à l'étranger ou n'ont pas été hospitalisés à l'étranger. Ce qu'on disait il y a 10 ans n'est plus vrai aujourd'hui, c'est communautaire, c'est dans notre région. Tout type de carbapéménase, plusieurs mécanismes différents. Donc voilà, vraiment ce qui est inquiétant pour la résistance actuellement, c'est les entérobactéries, c'est le tube digestif, parce qu'il y a 10 puissance 14 bactéries dans le tube digestif qui peuvent s'échanger des matériels génétiques et s'échanger des mécanismes de résistance, les BLSE, les EPC, et puis les mutations au quinolone qui sont cumulatives. Ce qui fait que cette classe est aussi en sursis. Pour ce qui est du staphylocoque doré résistant à la méticilline, ça, c'est plutôt en baisse. Donc, sur cette courbe, il est en bleu. On voit que ça fait 20 ans que ça baisse. On est peut-être à quelque chose de stabilisation depuis 2018. Mais ça reste très faible, en tout cas en France, parce que ce n'est pas le cas aux États-Unis où c'est un véritable problème de santé publique. Et c'est principalement grâce au SHA et à l'hygiène des mains. Alors qu'on voit que les EBLSE ont augmenté pendant 20 ans. Après, il y a eu un changement de recueil de données qui fait qu'on ne peut pas trop interpréter cette baisse. Là, on voit que ça réaugmente. Et pour ce qui est du SARM, on est au niveau national. Pas de particularité pour l'Île-de-France. Alors,
Quelques données plus parisiennes. Là, je vous ai repris la synthèse de l'infographie Île-de-France, que je vous ai déjà montré. Donc, on en a plus qu'en national. La résistance au quinolone, 21% pour Paris intramuros. Donc, c'est quand même vraiment très élevé et plus élevé que dans les autres départements d'Île-de-France. La résistance de colis au C3G, on a vu, c'était 6,7%, le double presque du double du national. Quand on regarde les résistances en EHPAD, en 2022, en 2023, on a très peu de chiffres, mais en 2022, il y avait 24% de colis BLSE en EHPAD, dans tout prélèvement confondu, ce qui était beaucoup plus que, par exemple, la Seine-et-Marne, qui était à 8%. C'était le troisième département d'Île-de-France qui avait le plus de résistance. Quand on regarde les consommations d'antibiotiques, on peut maintenant au CRATB les voir par CPTS, puisqu'on sait qu'il y a un lien prouvé démontré entre consommation d'antibiotiques et résistance, même si ce n'est pas le seul mécanisme. On peut voir qu'il y a quand même des différences selon les endroits, selon les CPTS. Au niveau national, on est à 20,8 DDJ par 1000 habitants par jour. En Île-de-France, un peu au-dessus, à 22,1. Et puis là, vous pouvez regarder la zone où vous travaillez euh, pour vous situer. Ça, c'est tout antibiotique. Ça, c'est que les quinolones. Vous voyez que les rouges foncés, orange foncé sont aux mêmes endroits. Et ça, c'est les C3G, un peu plus à l'ouest, de consommation à l'ouest parisien. Alors, on a beaucoup parlé d'antibiotiques, de bon usage, mais c'est quoi le bon usage des antibiotiques? Déjà, ça s'associe toujours à la prévention et au contrôle des infections. C'est évident, mais c'est très important. Pour préserver l'efficacité des antibiotiques, ça c'était quelque chose pour l'hôpital, mais c'est pareil en ville. Il est très important de vacciner, de prévenir la transmission croisée, donc l'hygiène des mains, isoler les malades porteurs, enfin, les précautions complémentaires, contact ou pas, et limiter les dispositifs invasifs. Dès qu'on peut enlever une sonde urinaire, l'enlever, dès qu'on peut enlever une perfusion, l'enlever, etc. Donc ça, c'est très, très important, la prévention et le contrôle des infections. Et puis après, c'est des choses simples. Traiter seulement les infections bactériennes et pas les virus. Traiter l'infection et pas la colonisation. Réévaluer la prescription à 48 heures. On a vu la désescalade, c'est très important. Savoir arrêter un traitement qui a été commencé, on ne sait pas pourquoi. Bon, finalement, les prélèvements sont négatifs. Savoir l'arrêter. Bien choisir le traitement initial. Savoir dire non aux associations. Il n'y a pratiquement plus de raison d'avoir des associations maintenant. Et puis bien l'administrer. Donc la juste prescription des antibiotiques, c'est tout simplement la bonne indication, la bonne molécule, la bonne posologie, la bonne durée, et puis la désescalade avec la documentation d'antibiogramme. La bonne indication, alors c'est très important, on sait que 80% des antibiotiques sont prescrits en ville et 70% le sont pour des infections respiratoires hautes ou basses. Et parmi celles-ci, il y a des études qui montrent que 40% sont des infections virales. Donc c'est inapproprié. Là, c'est le rapport de la mission ministérielle là, qui, en 2020, disait qu'il y a la moitié des antibiothérapies qui sont inutiles ou inappropriées, basées sur des études, hein. Maintenant, on dit plutôt un tiers. Il y a encore un tiers des antibiothérapie qui sont inutiles ou inappropriées, et la plupart du temps, c'est parce que c'est des virus. À noter aussi que le bon usage des antibiotiques, ça va de pair avec le bon usage diagnostique. On a maintenant des techniques de PCR multiplex, on a maintenant beaucoup d'accès à plein de tests qui amènent à trouver des bactéries. L'homme vit avec des bactéries, mais des fois, il ne faut pas les traiter, c'est juste des colonisations. Et donc, il faut vraiment lutter contre les prélèvements inutiles, d'autant plus qu'on est dans une société, une époque maintenant où il faut aller vers la décroissance, arrêter de toujours consommer. Donc, vraiment, limiter les prélèvements inutiles, ça devient aussi quelque chose de très important. La bactériurie, la personne âgée ou la colonisation par des bactéries des plaies. La bonne molécule. Alors, la bonne molécule, c'est surtout celle qui est efficace, hein. Bien sûr, si on donne un antibiotique, c'est pour soigner quelqu'un. Mais après, il faut privilégier les antibiotiques non générateurs de résistance. Et la SPILF a mis en ville une liste d'antibiotiques à usage restreint. Amoxicilline, acide clavulanique, l'augmentin, c'est générateur de résistance parce que ça tue tous les anaérobies dans le tube digestif et donc ça laisse la place aux bactéries résistantes. L'azithromycine a une longue durée de vie, donc déjà il faut le donner plus court, 3 jours. Et c'est vrai que ça a montré que ça actionnait plus de BLSE. Les céphalosporines, les quinolones et la rifampicine. Pour la ville avec parcimonie.
La bonne posologie, donc vous connaissez probablement tous ces sites qui permettent d'adapter à si grossesse, si obésité, à la fonction rénale. Puis il y a plusieurs recommandations que vous pouvez consulter. Et la bonne durée. La bonne durée, ça, c'est quelque chose d'assez, entre guillemets, facile comme action. Et de plus en plus d'études nous montrent qu'on peut diminuer nos durées de traitement. Maintenant, une pneumopathie, ça se traite 5 jours si l'amélioration est favorable à J3. Ça reste 7 jours sinon. Une exacerbation de BPCO, il ne faut pas toujours traiter, mais si on doit traiter, c'est 5 jours. Une sinusite, c'est de l'Amox, c'est plus l'Augmentin et c'est 7 jours. Une infection type érysipèle, c'est 7 jours, une dermohypodermite. Pour tout ce qui est infection urinaire, on a vu, et puis ça va. On vous invite à bien nous suivre parce qu'il va y avoir des changements en début d'année 2025. Alors voilà, ben, j'en profite pour vous parler du Centre régional en antibiothérapie, puisque vous avez vu l'OMS a mis la lutte contre l'antibiorésistance dans ses priorités. Bah, tous les pays également l'ont mis. La France a fait une stratégie. Et dans cette stratégie, elle a mis en place tout un axe autour du bon usage des antibiotiques et a mis en place des centres régionaux depuis 2022 dans toutes les régions. Donc nous, on a commencé en septembre 2022, 1, puis 2, puis 3. On est maintenant une équipe de 8 professionnels, tous à temps partiel au CRATB et puis en activité ailleurs, des infectiologues, des généralistes, des pharmaciens. Donc en Ile-de-France, il y avait beaucoup de monde, beaucoup d'acteurs, mais il n'y avait pas d'historique de coordination de structure du bon usage des antibiotiques. On s'appuie sur des équipes multidisciplinaires en antibiothérapie hospitalière qui sont en fait les équipes qui donnaient des conseils, des avis dans les hôpitaux depuis une dizaine d'années. Ça commencé à être bien fait à l'hôpital, mais à qui on demande maintenant de sortir de l'hôpital pour aller donner des conseils sur leur territoire, voir comment faire des programmes d'action avec les réseaux de médecins généralistes notamment, de tous les professionnels de soins primaires. Donc ça se met en place petit à petit. Aujourd'hui, on a 16 équipes multidisciplinaires en typothérapie qui ont du temps dédié pour ça, pour aller vers la ville, dont 2 qui sont pédiatriques. Pour ce qui est de Paris, tous les territoires ne sont pas encore couverts. Vous pouvez regarder sur notre site, il y a une carte pour voir les ressources dans votre secteur si vous ne connaissez pas vos correspondants encore. Voilà, on a encore quelques territoires où on aimerait positionner des EMA. Mais ça va se faire dans les années à venir. En tout cas, si vous travaillez dans une des zones colorées, vous pouvez vous mettre en contact avec le MA de ce secteur. Parce que qui prescrit les antibiotiques? On a vu que 92% étaient dispensés en secteur de ville, donc 15% venaient d'une prescription hospitalière, donc 80% sont prescrits en ville, on va dire, dont la majorité, 75% par les généralistes, d'autres spécialités, donc seulement 2% les pédiatres, et puis 12,5% par les dentistes, qui sont un autre secteur d'activité sur lequel il va falloir travailler. Mais pour l'instant, on attend surtout qu'ils aient des bonnes recommandations, ce qui n'est pas encore le cas. Ça va sortir. Alors en ville, c'est vraiment l'ère de la guerre contre cette antibiorésistance. Il y a beaucoup de choses qui sont faites depuis 20 ans, on va dire depuis les antibiotiques, c'est pas automatique de 2003, qui avait très bien marché. Puis après, il y a eu plein de plans qui n'ont pas trop marché. Mais il y a quand même une petite courbe décroissante depuis 20 ans, on va dire, et là depuis 10 ans, avec le trou du Covid qui vient tout fausser, mais une reprise de la pente descendante en 2023. Donc on est assez content que ça reprenne. En parallèle, on voit que les résistances au C3G en ville, c'est stable, hein, et peut-être même ça augmente sur nos derniers chiffres en Île-de-France, là. Par contre, les résistances au quinolone, par exemple, en EHPAD, ont bien baissé. Il y a des choses qui se sont améliorées. Quand on regarde ce qui s'est passé en 2023, on voit que les médecins généralistes ont vraiment baissé leur prescription. Donc ça, c'est très bien. Et que par contre, les dentistes ont augmenté. Les autres professionnels, ça reste stable. Donc nos actions au CRATB, on veut vraiment travailler avec les professionnels de soins primaires, puisque ça nous paraît le plus important. Donc c'est pour ça qu'on a 2 généralistes qui sont avec nous au CRATB. Et qu'est-ce qu'on peut apporter? Un lien ville-hôpital. Donc déjà, depuis 2 ans, plusieurs équipes ont mis en place la téléexpertise en infectiologie. Ça n'existait pas, ça existait dans d'autres disciplines comme la dermato. Mais maintenant, il y a plusieurs équipes qui proposent des téléexpertises en infectiologie que vous devez connaître, puisque le médecin qui demande un avis est payé 10 euros, celui qui le donne est payé 20 euros. Ça permet aussi
de pérenniser les équipes et puis de valoriser le temps qualité. Donc, vous pouvez regarder sur OmniDoc, il y en a plusieurs qui sont sur OmniDoc. Dans Paris, il y a Saint-Louis et Lariboisière qui viennent de se mettre sur OmniDoc. Sinon, il y en a d'autres qui sont sur Direct à PHP, comme l'équipe de Bichat-Beaujon. Ça permet de travailler aussi avec les CPTS, les EHPAD ou les autres établissements médico-sociaux. Les CPTS peuvent mettre l'antibiorésistance dans plusieurs endroits, leur mission socle ou optionnelle. En EHPAD, on a pas mal de supports pour communiquer, pour notamment limiter ces ECBU qui amènent à des prescriptions intempestives, sur la vaccination, sur plein de supports différents qu'on peut diffuser aux EHPAD. On peut être une aide pour la formation continue, les échanges de pratiques. On fait des journées de formation ouvertes à tous et gratuites. La dernière était le 10 octobre 2024. On fait des newsletters. Je vous invite à vous abonner sur notre site, vous trouvez ça. Des vidéos qu'on peut voir en replay sur la chaîne YouTube, comme aujourd'hui probablement. Il y a des outils pratiques. Donc, avant que l'HAS fasse ses recommandations pour mycoplasme pneumoniae, on avait fait avec nos pédiatres une petite fiche de traitement qui nous paraissait les plus pertinents pour les enfants. Parce que vous savez qu'on souffre beaucoup des pénuries aussi, donc pour avoir des alternatives correctes. On a travaillé aussi avec le GPIP, le groupe de pathologie infectieuse pédiatrique, pour synthétiser leurs recommandations en sortant tout ce qui était utile pour la ville, que vous pouvez retrouver sur notre site. On diffuse aussi l'ordonnance de prescription des infections virales. C'est l'ancienne ordonnance de non-prescription de l'assurance maladie, qui maintenant a intégré le Covid et qui est un petit peu mieux faite, qui peut être un moyen de donner un papier aux gens qui viennent nous voir. Comme ça, ils ont des références pour savoir quand s'inquiéter, pas s'inquiéter, quand ils restent symptomatiques. On a travaillé aussi avec l'Omédite pour les nouvelles missions des pharmaciens, puisque vous devez savoir que maintenant le pharmacien peut être prescripteur d'un TROD, un test rapide d'orientation diagnostique, soit une bandelette urinaire, soit un streptoa angine, et délivrer les antibiotiques adaptés sous certaines conditions, avec un algorithme très précis. On peut être une aide pour la gestion de crise, comme l'épidémie de coqueluche, ou dès qu'on a un sujet, on peut trouver des experts en Ile-de-France, faire un webinaire où les gens viennent poser leurs questions. On peut être un soutien pour... Oui, on a également fait des enquêtes, comme l'enquête Pipi Quiz avec le CPS Île-de-France pour les maisons de retraite, qui servaient aussi à rappeler des choses de bonnes pratiques pour les prélèvements urinaires chez les personnes âgées. Voilà, on fait aussi des appels à projets pour des études. On peut être un soutien pour des demandes de terrain, un lien avec les instances. Tous ces éléments, on les met ensemble dans un cadre pour s'engager, qu'on appelle la charte francilienne du bon usage, qui peut être proposée par les ambassadeurs du CRATB ou directement par les EMA, c'est encore mieux, avec les EHPAD, les CPTS, d'autres établissements et pourquoi pas la ville. L'idée, c'est d'avoir juste 3 axes, un axe de formation où on fait un webinaire et une formation présente. On diffuse les formations régulièrement, des axes de communication et puis travailler au niveau du territoire avec ses partenaires. Et pendant ce temps-là, le CRATB essaye de donner des moyens humains et donne un bulletin local d'antibiorésistance et de consommation. Alors pourquoi tout ça? Tout ça parce que les programmes de bon usage en antibiotiques, ça marche. On sait très bien que dans les EHPAD, par exemple, là, ça fait longtemps, c'est une étude en Andalousie, où il y avait une équipe d'antibiotiques stewardship avec un médecin, un infirmier, un pharmacien qui allait voir tout le monde, qui leur donnait les recommandations, qui leur faisait un feedback de leur prescription, de leur consommation. Ça permet de baisser les consommations globales de 31%, et surtout les antibiotiques générateurs de résistance comme les quinolones, 52%, et l'augmentin, 42%. Et puis quelques années après, on a vu une baisse de la résistance avec une baisse du portage des BMR de 24 à 17%. Alors qu'en parallèle, il n'y avait pas plus d'admission pour les infections. Un autre exemple en ville, dans la même région qui était pionnière, des généralistes, des pédiatres, où il y a eu des équipes qui allaient les voir régulièrement. Il y avait 36% de prescriptions inappropriées avant intervention et 27 après. On a assisté à une diminution de la ciprofloxacine et des C3G, qui sont les antibiotiques générateurs de résistance. Pendant ce temps-là, il y a eu un switch vers l'amoxicilline et la phosphomycine qui ont logiquement augmenté. Et ça a permis de voir une baisse dans la population générale des colis BLSE. Donc c'est efficace. Je n'ai pas mis la dernière diapo, mais on sait que pour être efficace, il faut que ça dure dans le temps, parce qu'on voit que dès qu'on arrête des actions, hop, les habitudes reprennent et que les consommations remontent. Alors voilà, en conclusion,
Eh ben déjà, la lutte contre l'antibiorésistance, j'espère vous avoir montré que c'est vraiment une priorité. C'est au niveau de l'OMS, au niveau national, au niveau régional. Il y a vraiment une importance de la prévention et du contrôle des infections, hein. Bien sûr, il ne faut pas oublier ça, c'est la base, hein, la vaccination, l'hygiène des mains. Plus on diminue les masques quand on est porteur d'un syndrome viral, plus on diminue le nombre d'infections virales, moins on aura des antibiotiques inappropriés. Et de l'autre côté, il y a vraiment aussi un pilier autour du bon usage des antibiotiques, qui sont un bien de l'humanité à préserver tous ensemble. En France, il y a une baisse des consommations progressives irrégulières depuis 20 ans, hein, donc il y a des mesures qui marchent, des efforts qui sont faits. Néanmoins, on consomme quand même beaucoup trop par rapport à d'autres pays voisins. Donc il y a encore à peu près un tiers des antibiothérapies qui sont inappropriées. On peut s'améliorer encore. Il y a vraiment une volonté des instances avec une feuille de route interministérielle 2024-2034 qui l'a marqué dans ses priorités de mettre les moyens pour essayer d'améliorer ça. Nous, en Île-de-France et particulièrement à Paris, du fait de la densité de population probablement, du fait des échanges aussi avec internationaux, ben, on a des taux de résistance beaucoup plus élevés, surtout pour les entérobactéries en ville comme à l'hôpital. Donc encore plus se méfier de la résistance. Et puis voilà, nous maintenant vous connaissez le Centre régional en antibiothérapie, qui est une structure d'appui régionale pour aider les 3 secteurs de soins, dont la ville, et on veut vraiment faire de la ville notre priorité pour le meilleur usage des antibiotiques, qui sont des biens précieux. Voilà, donc chacun a son rôle à jouer, chaque professionnel de santé, en éduquant les patients, en mettant à jour les vaccinations, les précautions contact, le bon usage diagnostique, qui est aussi quelque chose qui va prendre de plus en plus de place, et puis le bon usage antibiotique, bonne indication, bonne molécule, bonne posologie, bonne durée. Et puis ne pas oublier la réévaluation avec la désescalade sur l'antibiogramme, particulièrement pour les infections urinaires. Donc et maintenant, ben, n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter en jetant un œil sur notre site. Vous contactez votre EMA si vous êtes dans une zone où il y en a une de définie. Sinon, vous pouvez nous demander, on vous dira vers qui se tourner. Pourquoi pas engager la ville de Paris dans le bon usage des antibiotiques par la charte francilienne du bon usage? On a déjà signé avec d'autres villes comme le Blanc-Ménil, qui était la pionnière. Et puis se rappeler voilà, que l'antibiorésistance, on est tous concernés. Ça peut arriver à tout le monde, même à des patients qui n'ont pas d'antécédents. Je vous remercie.